bonne compréhension de la terminologie utilisée dans le logiciel Revit est indispensable à sa bonne utilisation. Et c'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Donc, répartition des éléments dans Revit. Revit utilise 3 types d'éléments dans un projet. Les éléments de modèle, éléments de référence et éléments spécifiques à la vue. Les éléments dans Revit sont également appelés familles. La famille contient la définition géométrique de l'élément et les paramètres utilisés par ces éléments. Chaque occurrence d'un élément est définie et contrôlée par la famille. Les éléments de modèle représentent la géométrie 3D réelle du bâtiment. Ils s'affichent dans les vues adéquates du modèle, exemple, murs, fenêtres, portes, toits, radiers, rampes d'escalier, etc. Les éléments de référence permettent de définir le contexte du projet. Ils comprennent par exemple les quadrillages, les niveaux et les plans de référence. Les éléments spécifiques à la vue s'affichent uniquement dans la vue dans laquelle ils ont été placés. Ils facilitent la description ou la documentation du modèle. Ils comprennent par exemple les cotations. Donc pour résumer, nous avons 3 types d'éléments dans Revit. Nous avons les éléments de modèle, les éléments de référence, les éléments spécifiques aux vues. Les éléments de modèle sont caractérisés par leur forme 3D. Donc ce sont des éléments qui ont une géométrie 3D. Contrairement aux éléments spécifiques aux vues, qui sont des éléments principalement annotatifs, donc en 2D. Parmi ces éléments, on cite tout ce qui est ligne de détail, zone remplie pour hachure, composants de détail, notes de texte, étiquettes, symboles, etc. Tout ça, ce sont des éléments spécifiques aux vues. Donc, il nous restera donc les éléments de référence. Nous en avons 3, quadrillage, niveau, plan de référence. Ces éléments de référence servent de référence au reste. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on place un mur, le mur sera forcément référencé par rapport au niveau. Même chose pour tout le reste des éléments. Donc, nous avons tout ce qui est mobilier, fenêtres, etc. Tout est référencé par rapport au niveau. Les plans de référence, par contre, sont principalement utilisés comme guide dans le dessin ou la modélisation, mais principalement dans la création de familles. Mais grosso modo, tout ça sert de référence. Si on se met dans la vue 3D, tous les éléments qu'on peut apercevoir ici sont des éléments de modèle, car ils ont une représentation géométrique en 3D, mais également en 2D, tel que le mur. Maintenant, si on sélectionne ce mur, on peut voir dans ses paramètres d'occurrence qu'il est référencé par rapport au niveau. Et c'est le cas pour la plupart des éléments de modèle. Ils sont référencés par rapport aux éléments de référence, donc soit les niveaux, soit les lignes de quadrillage, soit les plans de référence. Si on prend le cas du poteau, on peut en voir qu'il est référencé par rapport au niveau, mais également par rapport aux lignes de quadrillage, comme c'est le cas ici, B2. On peut retrouver cette information dans le paramètre marque d'emplacement. Sur ce plan, nous avons des éléments spécifiques à la vue, tels que les cotations, les notes textuelles, les étiquettes, les légendes, etc. Ces éléments servent à annoter et à documenter davantage une vue. Ça peut être une vue en plan, une vue en coupe, une élévation, etc. Comme ces éléments sont spécifiques à la vue, on ne va pas forcément les retrouver dans une autre vue, à moins de les placer soi-même ou de les copier. Contrairement aux éléments de modèle qui, une fois placés, vont s'afficher dans les vues adéquates. Ça peut être une vue en plan, une vue en coupe, une vue 3D, peu importe. Maintenant, passons à la hiérarchie des éléments. Donc, la création d'un projet implique l'ajout d'éléments de construction paramétrique de Revit à la conception. Les éléments sont classés en catégories, familles et types. La catégorie, groupe d'éléments qui permet de modéliser ou de documenter une conception de bâtiment, par exemple les murs, les poutres, etc. Puis, juste en dessous, nous avons la famille. Donc, ce sont des classes d'éléments d'une catégorie. Les éléments regroupés au sein d'une famille partagent certains paramètres en commun, les propriétés. Ils s'utilisent de manière identique et sont représentés par les mêmes formes graphiques. Différents éléments d'une même famille peuvent avoir des valeurs différentes pour certaines propriétés ou pour toutes, mais l'ensemble des propriétés, leur nom et leur rôle restent le même. Type. Donc une famille peut posséder plusieurs types. Un type peut correspondre à une taille spécifique dans une famille, tel qu'un cartouche de 30 par 42 ou A0 par exemple. Un type peut également correspondre à un style, tel qu'un style de côte aligné ou angulaire par défaut, etc. Occurrences. Les occurrences correspondent à des éléments réels, individuels, insérés dans le projet et situés à un emplacement donné du bâtiment, occurrence de modèle, ou sur une feuille de dessin, occurrence d'annotation. Pour illustrer ces propos, nous allons prendre pour exemple les poteaux. Les poteaux sont une catégorie dans Revit. Dans cette catégorie, nous pouvons avoir plusieurs familles. On va prendre le cas de 2 familles. Poteau rond et poteau rectangulaire. Donc ce sont 2 familles distinctes. Pourquoi? Parce que leurs formes géométriques sont différentes. Dans le cas du poteau rond, on peut avoir un rayon ou un diamètre, alors que dans le poteau rectangulaire, on va plutôt avoir une longueur et une largeur. Le poteau rond va avoir ses propres caractéristiques dimensionnelles et le poteau rectangulaire, pareil. Donc, il va avoir ses propres paramètres. C'est pour ça que ce sont 2 familles distinctes.
Donc dans les types, ces paramètres vont pouvoir varier. Par rapport au poteau rond, nous avons pris deux exemples comme type. Donc nous avons pris un poteau rond de 450 mm et un autre type de 600 mm. Les deux sont ronds, mais nous avons une variation au niveau des paramètres. C'est ce qui crée le type. C'est le même poteau qui a la même forme géométrique, sauf que certains paramètres diffèrent. Ici, en l'occurrence, c'est le paramètre diamètre. L'occurrence, c'est le poteau qui a été placé dans le projet. Nous avons des paramètres de type et des paramètres d'occurrence. Le paramètre de type va concerner tout le type. Le paramètre d'occurrence va concerner uniquement certains éléments de ce type placés dans le projet. Pour illustrer davantage la hiérarchie des éléments, nous allons utiliser le deuxième fichier que vous trouverez dans le dossier support de formation qu'on vous invite à ouvrir grâce à un glisser-déposer. Dans ce plan, nous allons retrouver des éléments spécifiques à la vue, tels que les cotations, les étiquettes, etc. Ces éléments, nous n'allons pas forcément les retrouver dans la vue 3D. Dans ce modèle, nous allons retrouver des familles chargeables, des familles système, des familles in situ. Nous allons pouvoir expliquer quelle est la relation entre famille, type et occurrence et quelles sont les différences entre eux. Commençons par le type. Si on prend par exemple ces fenêtres, lorsqu'on place notre curseur à proximité d'une fenêtre, il va la présélectionner. En présélectionnant cette fenêtre, il va nous donner la catégorie, la famille et le type. Donc ici, nous sommes sur un type de 120 par 125 cm. Si je vais dans les paramètres du type et que je modifie par exemple la largeur, je passe à 2,2 mètres. On voit que cette modification a touché toutes les fenêtres du modèle. Pourquoi? Parce que c'est le même type et je viens d'apporter une modification de type. Maintenant, je fais un retour. Supposons que je souhaite modifier la dimension d'une seule fenêtre. Je dois la sélectionner. Toujours dans les paramètres de type, je vais sur Modifier le type et je clique sur Dupliquer. Là, j'attribue un nouveau nom au type. Et je clique sur OK. Ce que je viens de faire ici, c'est juste nommer le nouveau type que j'ai créé. Je n'ai pas encore apporté de modification aux dimensions. Maintenant, dans les paramètres du type, je vais modifier la largeur. Je vois que la seule fenêtre qui a été impactée est la fenêtre que j'ai sélectionnée au départ. Maintenant, supposons que je souhaite copier les propriétés de cette fenêtre à une autre fenêtre. Nous pouvons utiliser la fonction copier les propriétés, comme dans AutoCAD, qui se trouve dans l'onglet modifier, qu'on verra plus en détail par la suite, bien sûr. Donc, je vais cliquer sur copier les propriétés, je sélectionne la première fenêtre, puis la deuxième. Autre méthode, je fais un CTRL-Z pour revenir en arrière. Je sélectionne la fenêtre dont je souhaite modifier le type. Et là, je vais au sélecteur de type. Et je sélectionne le type qui m'intéresse. Dans notre cas, c'est le 2,20 m par 125. Donc ça, c'était pour le type. Maintenant, parlons des paramètres d'occurrence. Pourquoi c'est important de faire la différence entre type et occurrence? Car nous avons des paramètres de type et des paramètres d'occurrence. En sélectionnant l'objet, dans la palette de propriétés, nous allons retrouver les paramètres d'occurrence de ce dernier. Les paramètres d'occurrence s'affichent dans la palette de propriétés lorsque l'objet est sélectionné. Parmi les paramètres d'occurrence, nous avons le paramètre hauteur d'appui. Supposons qu'on souhaite modifier ce paramètre pour deux de ces fenêtres. Il suffit juste de les sélectionner et d'entrer la nouvelle valeur au lieu de 0,80. Puis on clique sur Appliquer. Voilà. Donc cette modification de paramètre n'a touché que deux des fenêtres. Pourquoi? Parce que c'est un paramètre d'occurrence. Il ne concerne que les éléments qu'on a sélectionnés, contrairement aux paramètres de type qui vont impacter chaque occurrence de ce type placée dans le projet. Il existe trois types de familles dans Revit. Nous avons les familles chargeables. Ce sont des familles créées dans un gabarit de famille. Elles sont disponibles sur les plateformes d'objets BIM. Vous pouvez déterminer l'ensemble des propriétés ainsi que la représentation graphique de ces familles. Familles système, telles que les murs, les côtes, les plafonds, les toits, les sols, les niveaux, etc. Revit Architecture prédéfinit l'ensemble des propriétés, comportements ainsi que la représentation graphique de ces familles. Les types prédéfinis permettent de créer d'autres types appartenant à la même famille dans le projet. Famille in situ, éléments personnalisés créés dans le cadre d'un projet.
projet. Les types de familles in situ ne peuvent pas être dupliqués en vue de créer plusieurs types. Donc, grosso modo, nous avons 3 familles. Nous avons les familles chargeables, les familles système, les familles in situ. Les familles chargeables, comme nous l'avons cité, ce sont des familles qu'on va pouvoir charger. C'est-à-dire, elles sont stockées dans une bibliothèque en dehors du logiciel et en dehors du projet et qu'on va pouvoir charger en fonction du besoin. Les familles système sont des familles intégrées à l'interface de Revit, telles que les murs, etc. On va pas charger un type de mur. Par contre, on peut copier un type de mur d'un projet à un autre. Mais grosso modo, lorsqu'on voudra créer un type de mur, on va partir d'un type de mur déjà existant, le dupliquer et le personnaliser pour avoir le résultat qu'on souhaite. Cela dit, ça va rester un mur, donc il va se comporter comme un mur, avoir des paramètres liés au mur, et tout ça est défini par Revit, contrairement aux familles chargeables. Les familles chargeables, on peut créer autant de paramètres qu'on le souhaite. On peut également déterminer qu'est-ce qui sera vu en plan et qu'est-ce qui ne sera pas vu et de quelle manière cette famille sera représentée en plan, en coupe, etc. C'est-à-dire que nous avons plus de liberté dans les familles chargeables que dans les familles système. Les familles in situ, par contre, elles sont très proches des familles chargeables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les modéliser telles qu'on le souhaite, sauf que nous n'avons pas autant de liberté que dans les familles chargeables, puisque elles sont censées répondre à un besoin ponctuel du projet. Maintenant, parlons un petit peu des familles. Lorsque je clique sur une fenêtre, si je remarque en haut à droite, dans l'onglet modifier, nous avons une fonctionnalité qui est modifier la famille. Si je clique dessus, je vais me retrouver dans un autre environnement. C'est-à-dire, je vais sortir du projet et me retrouver dans l'environnement où a été créée cette fenêtre. C'est le gabarit de création de famille. Donc, c'est un environnement différent de celui du projet où on va retrouver des outils différents de celui du projet. Donc ici, nous avons plutôt des outils de modélisation pour les familles 3D, mais nous aurons d'autres outils pour les familles 2D, tout ce qui est famille d'annotation, etc. Donc ici, nous allons modéliser chaque composant de la fenêtre de façon à part, grâce à des extrusions principalement. Nous avons également la possibilité de déterminer ce qui va s'afficher en plan, en coupe, en 3D. On va pouvoir affiler des matériaux à des surfaces, etc. Donc ce que nous venons de voir, ce sont les familles chargeables. Ce sont des familles qu'on crée dans un environnement à part, qui est le gabarit de création de famille, qu'on enregistre dans une bibliothèque et qu'on vient charger au besoin dans le projet. Supposons que je clique sur ce bureau et que j'entre dans le gabarit qui a servi à sa création. Donc je clique sur modifier la famille. Si je clique à nouveau sur le bureau, je vois que la fonction modifier la famille est à nouveau disponible. Pourquoi? Parce que ce bureau, en fait, c'est une famille imbriquée. Nous avons l'imbrication de plusieurs familles dans une même famille. Ça aussi, c'est un procédé qui est assez récurrent, qu'on utilise dans le cas de compositions un petit peu complexes. Maintenant, si je clique sur le mur, je vois que la fonction modifier la famille n'existe pas. Pourquoi? Parce que le mur est une famille système et non pas chargeable. Et les familles système ne peuvent être modifiées qu'au sein du projet Revit, à partir des paramètres de type. Comme dans le cas du mur, il suffit de cliquer sur modifier le type, structure, modifier, et là, nous avons toutes les couches qui constituent ce mur, avec leurs épaisseurs et leurs matériaux, que nous pouvons modifier et personnaliser à souhait. Maintenant, si on clique sur ces étagères, nous avons en haut à droite, dans l'onglet modifier, la fonction modifier in situ. Pourquoi? Parce que ces étagères sont une famille in situ. Donc on va pouvoir les modifier à l'intérieur même du projet sans aller vers un autre environnement ou un gabarit de famille. Ces familles in situ sont censées répondre à un besoin ponctuel lié à un projet donné. Cela n'empêche pas que nous avons tous les outils de modélisation 3D qu'on retrouverait dans un gabarit de création de famille. Nous avons dit précédemment que les familles chargeables étaient créées dans des gabarits de création de famille. Mais il existe aussi des gabarits de vue et des gabarits de projet. Les gabarits de vue sont un ensemble de propriétés qui incluent notamment l'échelle de la vue, la discipline, le niveau de détail et les paramètres de visibilité. Utiliser des gabarits pour appliquer des paramètres standards aux vues, ils permettent de garantir le respect des normes professionnelles et d'assurer la cohérence de l'ensemble des documents de construction. Vous pouvez créer un gabarit de vue pour chaque style différent. Grosso modo, le gabarit de vue est un ensemble de paramètres qui sont enregistrés ensemble de façon à pouvoir les appliquer rapidement sur une autre vue. Gabarit de projet. Point de départ pour de nouveaux modèles. Un gabarit de projet peut contenir des gabarits de vue, des familles chargées, des paramètres définis tels que les unités, les motifs de remplissage, les styles de ligne, les épaisseurs de ligne, les échelles de vue, etc. Vous pouvez également créer des gabarits personnalisés pour répondre à des besoins spécifiques ou garantir le respect des normes professionnelles.
Donc pour résumer, le gabarit de projet nous évite de recommencer à zéro pour chaque projet. C'est-à-dire que lorsqu'on commence un projet, nous allons créer des types de murs, des types de sols, nous allons insérer des familles en fonction de notre besoin, etc. Donc pour ne pas refaire ces étapes à chaque fois, on le fait une première fois, puis on sauvegarde en tant que gabarit de projet. Donc c'est ce qui va nous permettre de commencer un nouveau projet en partant de notre gabarit personnalisé. C'est ce que nous allons faire dans l'exercice 6. Nous allons créer un gabarit de projet avec lequel nous allons commencer l'exercice 7, histoire de comprendre l'intérêt du gabarit de projet. Gabarit de famille. Lorsque vous créez une famille, vous êtes invité à sélectionner un gabarit correspondant au type d'éléments que la famille permet de créer. Faisant office de bloc de construction, le gabarit contient des informations indispensables pour commencer à créer la famille et pour que Revit place la famille dans le projet. Grosso modo, le gabarit de famille est un environnement qui nous facilite la création de famille. Type de fichier. Dans Revit, on peut avoir plusieurs types de fichiers. Nous avons les extensions RVT pour les fichiers de projet, extension RFA pour les fichiers de famille, donc les familles chargeables, extension RTE pour les gabarits de projet, RFT pour les gabarits de famille et RVG pour les groupes externes Revit.